c'est ça. Je l'ai commencé ce matin rapidement par l'actualité du marché crypto. Rapidement, je sais pas si vous avez, certainement que vous avez vérifié ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suppose qu'il y a des gens ici qui regardent le prix, l'évolution de leur portefeuille comme à toutes les 30 minutes là. Donc, certainement que vous n'avez pas manqué la baisse qu'on a pu observer sur le marché. Bon, tout reste quand même ouvert, mais on voit quand même un Bitcoin qui a quand même corrigé un peu euh, des, des montants qu'on a connus la semaine passée qui frôlaient pratiquement les 40, qui ont frôlé les 47 000. Là, on est même descendu à 45 000 cette semaine, donc on commence à remonter un peu autour de 46 000. À date, ça tient bien. C'était prévisible. Donc, si vous vous souvenez, dans le Telegram, je vous l'avais dit que le Bitcoin devait certainement redescendre autour de 45 000. Essayer vraiment de tester ce support-là comme il faut avant de repartir à la hausse. Si jamais ça repart à la hausse, ce sera dans de bons signes. Donc, on a plutôt un marché qui se maintient quand même très bien. Bitcoin, Ethereum, et par rapport à l'exercice que j'ai donné dans le groupe, de savoir quoi le portefeuille crypto des personnes, qu'est-ce qu'ils ont dans leur portefeuille. On a pu remarquer ensemble que beaucoup de personnes ont quand même du Bitcoin ou de l'Ethereum. Puis c'est bien. C'est bien parce que bon, voilà, c'est vraiment des monnaies refuge un peu aujourd'hui en quelque sorte parce que c'est des crypto-monnaies sur lesquelles la plupart des institutions investissent aussi. Donc, si on a une banque qui investit dans les crypto-monnaies, si on a une grosse entreprise comme MicroStrategy ou KPMG qui investit dans les crypto-monnaies, c'est toujours du Bitcoin ou de l'Ethereum parce que c'est des crypto-monnaies qui ont démontré leur robustesse, leur stabilité sur du long terme. Donc, on sait qu'en général, si ça corrige, il y a quand même de fortes chances que ça revienne, que ça remonte. Donc, c'est des actifs risqués, mais un peu moins que d'autres. Donc, c'est vraiment encourageant de voir que les gens, quand même, savent dans quoi ils mettent leur argent. Bien que, bon, il y a quand même des gens qui investissent aussi beaucoup dans le shitcoin, mais c'était une minorité, donc là ça passe encore. Mais le truc, c'est de savoir. C'est pourquoi j'ai dit la semaine prochaine, j'aimerais que des personnes qui ont dit voilà, j'ai telle crypto-monnaie dans mon portefeuille, je les ai pour telle raison. Je les garde dans mon top 3 pour telle raison. Donc, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est qu'il y a un problème. Ce qui est un vrai problème. Donc, c'est l'exercice que j'aimerais qu'on fasse la semaine prochaine. Que chacun me dise pourquoi est-ce qu'il pense que telle crypto-monnaie qu'il a citée fait partie de ces guests-là. Mais également, j'ai vu beaucoup de personnes qui investissent vraiment dans c'est-à-dire tout ce qui est comme concurrent de l'Ethereum tel qu'on l'a vu la semaine dernière. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que c'est des projets technologiques, c'est-à-dire le fait d'avoir un projet déjà sur une blockchain, créer une blockchain, c'est déjà la preuve on a inventé quelque chose de nouveau. Donc, et puis chaque blockchain en général apporte quelque chose de particulier, une innovation particulière, un changement. Donc, en général, donc avec ce qu'on appelle les projets, les smart contracts, parce que ce qui fait qu'une blockchain prenne de la valeur, c'est l'arrivée des contrats et des projets sur la blockchain. Donc, si on investit sur des blockchains, des vrais projets de blockchain, c'est parce que en réalité, il peut y avoir de réelles prises de valeur là-dessus. Donc, c'est encourageant. Puis le marché continue de se porter très bien. Et puis, j'ai retrouvé cet article, puis je me suis dit, j'aimerais la partager avec vous. Déjà parce que s'il y a des étrangers, vous allez peut-être m'excuser de peut-être souvent revenir toujours en Afrique. Parce que c'est ce qu'on m'a dit dans la formation que je suis présentement, l'architecture des blockchains. Parce que mes exemples, je reviens tout le temps en Afrique, puis pourquoi? J'ai simplement dit, moi, j'insiste dessus parce que moi, je pense que les blockchains, c'est vraiment quelque chose qui doit révolutionner le continent africain. C'est triste de voir que beaucoup de personnes ne voient pas encore les enjeux, ne comprennent pas encore les enjeux, mais ça commence à arriver.
il faudrait vraiment que nos gouvernements commencent vraiment à y penser parce que grâce à la blockchain, vraiment, on peut rattraper tout le retard technologique qu'on a eu depuis pas mal d'années. Mais il faut la volonté parce que des fois, on entend dire qu'il y a des personnes qui sont au courant de tout ça, mais qui ne veulent pas simplement que les choses changent. Ce sera à tort, mais au moins, on peut observer que dans certains pays, ok, pour ceux qui savent pas exactement ce qu'est le projet Cardano, je suppose que ceux qui me suivent ont certainement déjà commencé à regarder ce projet-là, commencent à comprendre c'est quoi le projet, puis qu'est-ce qu'il faut. C'est simplement une blockchain comme Ethereum, un Ethereum killer, mais qui a une vision beaucoup plus vraiment intéressante pour l'Afrique. Donc ça, c'est son CEO, Charles Hockeston. Lui, vraiment, il se positionne vraiment plus en Afrique parce que bon, voilà, il pense que la blockchain, et moi je partage sa vision de savoir que la blockchain, vraiment, ça peut sauver notre continent. Quand je parle de l'Afrique, je veux parler aussi des pays vraiment pauvres en voie de développement. Donc, ça rejoint tous les autres pays, l'Amérique latine et tout ça. Donc, ça, ça pourra vraiment nous aider. Parce que si on regarde son article ici, vous savez, la blockchain, la technologie de blockchain résout un problème bref, dans le domaine finance, c'est-à-dire la copie en fait, pas seulement les finances, mais je vais dire, dans l'internet global, c'est-à-dire qu'on a toujours eu un problème d'identité. C'est-à-dire que quand j'ai un fichier audio, qu'est-ce qui prouve que je suis l'unique propriétaire? Parce que mon fichier audio, aussitôt que je vous le partage, il y a une duplication. Donc ici, on fait le zoom. Je ne sais pas ce que les gens font chez eux en arrière de l'écran. Ça se peut qu'il y a des gens qui capturent tout ce que je partage, qui enregistrent, puis voilà. Je dis, on n'a pas de réelle identité. Et ça, la blockchain vient résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que l'unicité, en fait, des éléments, bien des actifs. Donc, ce que Charles Hockeston va appeler ici le système inclusif, c'est-à-dire qu'un système inclusif. Et puis, au-delà du système, c'est-à-dire qu'au-delà des paiements, donc, parce que quand on parle de blockchain, beaucoup de personnes voient toujours l'aspect financier, l'aspect pécunier de savoir que bon, j'achète les crypto-monnaies parce que voilà, ça va prendre de la valeur. Mais il y a un côté technologique qui est amené par la blockchain. Les crypto-monnaies, c'est juste une utilité de la blockchain. La blockchain permet de faire beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que donc cette entreprise de Cardano là essaye de présenter dans cet article et dans beaucoup d'articles. Et si vous regardez sur Internet, c'est vraiment le principal terrain de chasse à l'Afrique. Et donc, comme il dit ici, sur le site, nous commençons à prendre du recul en tant que société et à nous poser des questions comme, eh bien, qu'est-ce qui peut encore préserver la responsabilité inclusive? Donc, on a les informations médicales, on a les diplômes, on a les informations sur les votes et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, des fois, je parle de corruption, de projets sur le continent où est-ce qu'on vote un budget pour un projet, mais l'argent est comme subdivisé sur le chemin. Un projet de 100 milliards finalement se réalise à 300 milliards. Ça, c'est des problèmes que la blockchain résout définitivement et c'est des solutions que Charles Hockeston est en train d'amener progressivement en Afrique. Donc, il est déjà dans pas mal de pays. Si vous ne savez pas, le plus gros projet à date qui a été signé sur les blockchains dans l'industrie des crypto-monnaies, c'est ça. Ok, toujours Cardano, ça c'était en Éthiopie. En Éthiopie, on a le plus gros contrat jamais signé ou bien jamais obtenu sur les blockchains. Et ça c'était en Éthiopie. Et donc, ils sont très présents en Afrique parce qu'ils veulent vraiment contribuer au développement et à comment on dit, l'informatisation de l'Afrique. Vous voyez, ils sont en Éthiopie, en Tanzanie, au Zimbabwe, bref,
sont presque partout. Bon, j'ai trouvé cet article, puis je me suis dit, bon, je vais peut-être partager ça avec vous ce matin. Ça peut être intéressant. Ça permet de savoir, il y a beaucoup de projets de la sorte que vous pouvez consulter sur Internet pour savoir, si vous voulez savoir exactement ce que Cardano ou bien Cardano fait sur le continent. Beaucoup de personnes ici sont là parce que c'est des personnes qui viennent de GIT et de l'IMAL, du Limocoin. Parce que des fois, on se dit, ben, pourquoi GIT veut créer une blockchain? Pourquoi ils veulent absolument créer une blockchain? J'ai souvent apporté une réponse vraiment de façon lointaine là parce que je suis pas dans la compagnie, je connais pas trop les plans, mais la seule réponse que j'ai vue à ça, c'est vraiment de se positionner comme Cardano, parce que Cardano et Binance, la BNB Chain, ils sont vraiment en train de prendre du terrain en Afrique. Et je me suis dit, bon, peut-être que GIT a vu la chose et ils ont voulu se positionner également dans ce secteur-là, aller vraiment gagner des marchés, parce que si on veut vraiment gagner des marchés, il faut avoir une blockchain. Il faut avoir une blockchain. Si on veut vraiment créer des contrats, des smart contrats, vraiment tout l'écosystème de crypto-monnaies, ce que la blockchain peut amener au développement de l'Afrique, ça prend d'avoir une blockchain. On se présenter juste avec une crypto-monnaie et dire qu'on veut révolutionner l'Afrique, c'est sûr qu'il y aura des limites. Est-ce que c'est ça qu'ils ont vu et puis ils se sont dit, bon, on va aller dans ce sens-là, ou alors, je sais pas. Si c'est le cas, ce serait une bonne idée. Mais des fois, on peut également se poser la question, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Parce que quand on voit quand on suit des projets de blockchain comme Cardano, allez sur CoinMarketCap et voyez seulement ce que ça vaut comme market cap. Donc, c'est pas la rigolade là. Est-ce qu'ils ont les moyens de vraiment faire ce qu'ils veulent faire? On entend juste que la blockchain sera là dans quelques mois. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de la politique? Je sais pas trop comment dire, le source de financement. Est-ce qu'il y a des partenariats? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui sont en partenariat? Est-ce que plein de choses? C'est des choses qu'on aimerait savoir, parce que ça aussi, c'est des choses qui peuvent venir conforter en fait les investisseurs quelque part, de savoir que bon, le projet est soutenu, au moins par les gouvernements. Parce que moi, en tant qu'investisseur, c'est juste la question que je me pose. Si on veut créer une blockchain, un, pourquoi? Et de deux, est-ce qu'ils ont vraiment la technologie? Qu'est-ce que dit la technologie? C'est-à-dire que les outils pour réaliser, pour arriver à leur fin. Et de deux, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens pour y parvenir? Parce que la plupart de ces blockchains qu'on fait là, c'est des gens qui ont fait d'énormes levées de fonds, qui sont accompagnés. Donc, en tout cas, c'était juste une parenthèse. Et puis, l'autre chose que j'ai voulu partager avec vous ce matin, c'est vraiment, des fois, lorsqu'on va acheter des crypto-monnaies, on se dit, mais quand acheter? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Je pense que des fois, vous pouvez poser les mêmes questions. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. C'est vraiment pas évident. Mais des fois, sur un graphique, on peut commencer à amener quelques éléments de réponse là. Donc, lorsque vous voyez des fois un graphique de crypto-monnaie comme ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est le prix. Hein. Donc, c'est les différents mouvements, les différentes variations du prix sur une échelle de temps qui finalement donne un graphique comme celui-ci. Donc, c'est pour ça que ce graphique, on peut dire, c'est le prix. Moi, j'appelle ça le prix parce que c'est juste une variation du prix. Donc, alors, quand on regarde par exemple ici, on voit un Bitcoin comme celui-ci. On se dit, mais est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce qu'on se pose pas mal de questions? Des fois, vous allez entendre parler de support-résistance. Vous entendez souvent parler de support-résistance, mais on se dit, mais c'est quoi ça, ce truc? Un support, c'est tout simplement une zone de prix où le prix, en fait, lorsque le prix arrive, il a du mal, en fait, à casser vers le bas. Vous voyez? Donc, c'est une zone, en fait, où les vendeurs sont plus forts. OK? Ils veulent donc pas que la crypto-monnaie se vende, bref, beaucoup plus bas qu'à ce prix. Donc, les vendeurs sont vraiment résistants. Donc,
Lorsqu'on regarde la courbe du prix, on va se rendre compte que dans le passé, en fait, dans le passé du prix de la crypto-monnaie, il y a des zones où le prix a tendance à revenir plusieurs fois. Ok? Il y a des zones où le prix a tendance à revenir plusieurs fois dans l'histoire du prix. Et ça va vous permettre en fait déjà de commencer à faire vos tracés. Commencer à tracer. Donc, quand je regarde ça, je me dis, ok, je vois à l'œil nu, vous voyez des zones où le prix est revenu tester ce niveau-là plusieurs fois. Ok? Donc, si je prends par exemple ici, je vois une zone comme ici. Si je trace ça plus loin, j'amène ça beaucoup plus loin. Donc, si je déplace ça quelque part ici, vous voyez que plusieurs fois dans l'évolution du prix, on est venu plusieurs fois tester comme cette zone-là. C'est-à-dire que chaque fois, le prix, vous voyez, le prix vient là, parfois il cogne là-dessus, puis il redescend. Il a testé encore ici le 21 février, puis il est venu ici en mai, il a testé plusieurs fois, ainsi de suite. Il teste plusieurs fois ce prix, vous voyez. Donc, ça, c'est un support. Donc, le prix a du mal à casser ce prix et aller vers le bas en général, dans cette ligne. En général, quand il casse ça et qu'il descend, il y a de fortes chances qu'on aille voir le prix plus bas. Ou alors, quand il casse plutôt vers le haut, ok, on a une chance que le prix s'en aille plus haut. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il a réussi, ok, il navigue plusieurs fois dans cet intervalle, mais chaque fois qu'il réussit à percer vers le haut, on a quand même une chance d'aller plus haut, puis il recorrige, il navigue encore, il casse plus haut, puis ça va plus haut. Donc, ça vous permet de prendre des décisions parce que vous dites, bon, là, je suis rendu sur un projet crypto-monnaie, je vais acheter, mais je me dis, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Ok. Imaginez, vous avez ce support-là, vous avez pu tracer, vous êtes rendu compte que oui, le prix est revenu là plusieurs fois, mais vous dites, vous voulez acheter la crypto-monnaie et vous vous situez par exemple ici. Vous dites, bon, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter ici? Il y a de fortes chances qu'il redescende dans cette zone. Ok. Alors, tout de suite, vous comprenez que lorsqu'on est dans cette zone, si le prix revient dans cette zone, dans le futur, plus tard ici devant, on ne connaît pas encore ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, si le prix revient ici, je peux acheter parce que je sais que c'est en général dans cette zone, le prix a tendance de venir là et de rester là longtemps, puis de repartir à la hausse. Bon, après, tout dépend aussi de l'actualité, qu'on a des informations, des news, parce que ça aussi, c'est un gros impact sur l'évolution du prix. Il faut savoir exactement où est-ce que vous situez et c'est quoi les nouvelles. Donc, voilà pourquoi, dans les précédentes présentations, je vous avais dit, il faut rester informé. Quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, quelle information demain, quelle information. Est-ce que la SEC annonce quelque chose? Est-ce qu'en Chine, ils prévoient d'annoncer quelque chose? Est-ce qu'en France, on a une nouvelle qui va arriver demain ou bien dans la semaine? Parce que c'est des choses qui peuvent impacter le prix. Donc, il faut juste pas dire, ben, j'ai vu cette crypto-monnaie, elle est intéressante, je veux l'acheter, puis on va tout de suite, on clique sur buy, on achète. Non. Je vais dire aujourd'hui, oui, par le passé, vous faisiez ça, mais à partir d'aujourd'hui, vous comprenez que vous avez des outils qui vous permettent de vous poser des bonnes questions avant d'acheter. Je vous dis, est-ce que j'achète tout de suite? Donc, quand je regarde également mon prix, je vois encore en haut, quelque part plus haut là, une zone où le prix a également tendance à souvent revenir, ok? Et c'est ça. Quand je regarde ici, et c'est pratiquement l'endroit où nous sommes présentement. Je ne sais pas si je peux présenter ça comme ça, mais j'ai l'impression que ici, mon prix a tendance, ouais. Il est revenu plusieurs fois toucher ce niveau-là, plusieurs fois dans le passé. Ouais. Et là, on est en train d'entrer dans cette zone-là, plusieurs fois. Est-ce que c'est un bon moment d'acheter la crypto-monnaie présentement du Bitcoin là, à 40, pratiquement 43 000 $? Non, on a quoi? 46 000. Est-ce que j'achète maintenant ou je me dis j'attends? J'attends encore. Ok? Parce que
dans l'histoire du prix, je vois qu'en général, quand on vient tester sur cette zone-là et qu'on va vers le haut, on s'en va vraiment plus haut. Ok? Mais à l'inverse aussi, parfois quand on teste ça, on peut descendre. Vous voyez? On peut descendre plus bas. Donc, à partir de là, je me dis, bon, je préfère peut-être attendre. Je préfère laisser passer ça. J'observe quelques heures. Si ça descend, ça revient dans cette zone, peut-être j'achète. Ou si ça monte, ça traverse cette zone, ça s'en va plus haut, ça commence à aller plus haut, j'ai essayé peut-être vers les 50 000. Je me dis oui, j'achète parce que en général, j'ai remarqué que lorsqu'on casse cette résistance, parce que ça devient une résistance, le prix a du mal à casser ça pour aller beaucoup plus haut. Vous voyez un peu? Le prix a du mal à casser ce support et d'aller plus haut. Donc ça devient une résistance. En bas, c'est un support parce que bon, quand il franchit cette zone, c'est difficile d'aller beaucoup plus bas. Ok? C'est un gros support. Les gens ne sont pas prêts à vendre beaucoup moins cher, leur Bitcoin moins cher que le prix qui est dans cette zone. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est une résistance. Rendu à ce niveau, les acheteurs ne sont pas prêts à acheter le Bitcoin un peu plus élevé que le prix qu'on a dans cette zone. Donc, une fois qu'on a franchi cette zone et qu'on l'a cassée, en général, ça crée bref, beaucoup de personnes commencent à se dire, bon, voilà, le Bitcoin, ça prend de la valeur, c'est passé de 33 000, c'est déjà dans les 50 000, 60 000. Et c'est là où les nouveaux investisseurs commencent à entrer massivement dans le marché. Et vous, qui avez acheté vraiment au bon endroit, dans des bonnes zones, c'est là où vous commencez à vendre, ok, pour ne pas revenir sur ce qu'on a déjà vu expliquer. Donc, ce que je vous montre là, ça vaut pour la plupart des projets et des crypto-monnaies. En général, vous êtes capable, en regardant votre courbe, de tracer des niveaux de support et de résistance. Ok? C'est simplement des zones où vous localisez des zones où le prix a tendance à revenir assez régulièrement dans son évolution, bien dans l'histoire du prix de la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez utiliser ça ou bien vous pouvez utiliser d'autres outils. Il y a des outils qui nous permettent de faire ça comme ce qu'on appelle Fibonacci. Donc, Fibonacci, automatiquement, lorsque je vous partage des choses, vous avez souvent eu l'occasion de voir ça. Ça vous trace automatiquement des lignes de support et de résistance. Donc, ça s'appelle Fibo. Je prends mon Fibo, puis je peux dire, ok, je prends le niveau le plus bas, par exemple ici, et puis je trace. Il va me sortir mon Fibo. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, moi-même, Fibonacci essaie de me le sortir automatiquement. Et à partir de là, je peux également, vous voyez, il me trace automatiquement mes lignes de support, résistance, ainsi de suite. Plusieurs fois. Support, résistance. Les endroits où le prix est souvent venu longtemps, ok, est resté longtemps et il a parfois du mal à casser par le haut ou par le bas. Donc, c'est vraiment ça se fait automatiquement, mais c'est bien de comprendre en fait, en commençant par tracer par vous-même avant d'utiliser les outils. Donc, ça finalement, c'est des outils qui vont nous permettre d'investir dans les crypto-monnaies, savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter, est-ce qu'on est sur un support, est-ce qu'on est sur une résistance, est-ce qu'on est dans quelle zone, parce que Fibonacci aussi vous donne ce qu'on appelle des zones d'achat. Donc, ce que j'appelle généralement dans la zone de 0,6 et 0,76, c'est des zones d'achat, c'est-à-dire c'est des zones importantes où on peut acheter. On peut acheter dans cette zone. C'est-à-dire que quand le prix revient ici, pour moi, c'est une bonne zone d'achat. Ok? Et plus haut, là, quand on commence déjà à approcher les 1, là, 0,3 montant, là, je commence à être dans des zones de vente. Ici, il faut commencer à vendre. Ok? Dans la zone rouge, il faut commencer à vendre rapidement parce qu'en général, là, il y a de fortes chances qu'on est en danger. Ça peut corriger. Donc, ça, Fibonacci va vous le donner automatiquement. Donc, il y a plein d'outils comme ça là qu'on peut coupler qui nous permettent de prendre de bonnes décisions. Il y a le RSI, les volumes, plein de choses qu'on peut regarder qui nous permettent comme ça de savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter. Je vais sur le marché là, je clique juste sur buy, mais est-ce que j'ai raison d'acheter maintenant là. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est des choses que moi, je partage dans ma formation trading de crypto-monnaie. Donc, qui permet en fait d'apprendre et d'investir vraiment un peu plus, c'est-à-dire ajouter juste quelque chose de plus à ce que vous maîtrisez déjà, mais qui vous permet en fait d'investir différemment. Ok? Différemment. Ne pas investir simplement comme, je sais pas, j'ai vu cette crypto-monnaie, c'est en train de monter, ça a déjà fait x50, j'achète, non.
aujourd'hui, vous savez que dépendamment de la zone où vous situez, faites attention. Donc, parce que si j'achète ici, comprenez qu'on est dans une zone dangereuse. Là. Il y a de fortes chances que ça corrige par la suite. Si j'achète ici, je sais que bon, je suis vraiment dans une bonne zone de support résistance. En général, quand je suis dans cette zone, c'est rare que le prix aille beaucoup plus bas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Oh, ça, c'est ce que je n'aime pas. C'est ça. Donc, finalement, c'est ça. Ça vous permet donc d'investir vraiment comme des professionnels, un peu plus. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres outils qu'on peut coupler à ça pour prendre d'autres décisions. Sur ce, j'en ai terminé. Merci.